Nous sommes ici à Tel Aviv avec Jacques Neria. Oui, bonjour. Christopher. Ancien officier des renseignements militaires. Hassan Nasrallah est en train de s'exprimer en ce moment. Vous avez pu écouter une partie du discours. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, en effet, j'ai eu le temps d'écouter une demi-heure de son discours où c'est devant un public surchauffé. Il est en train de le haranguer, donc, comme c'est aujourd'hui le jour du martyr, donc il rappelle à tout le monde que le premier martyr entre guillemets, libanais, Ahmad Kousser, qui avait à peine 17 ans, qui avait provoqué, je dirais, l'explosion du centre de commandement de l'armée à Tyr le 11 novembre 1982. Donc, de là découle, je dirais, l'atmosphère qu'il parle. Donc, nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour enrayer et empêcher Israël d'accomplir sa mission. La mission d'Israël est d'humilier le peuple palestinien, de le forcer à se rendre et donc de porter un drapeau blanc. C'est aussi humilier le peuple libanais. Nous sommes naturellement contre cela et nous lutterons contre cela. Pour l'instant, le reste ne présage rien de bon et on le voit d'ailleurs sur le terrain. On voit une escalade. Chaque jour, il y a un cran de plus. On voit une succession d'attaques par des drones suicides, des drones d'attaque en territoire israélien. On voit une continuation de bombardements sur les positions israéliennes. Donc, je dirais, la frontière entre nous et le Liban est devenue une frontière très chaude. Et pour la première fois, comme l'a dit si bien Loïc, il y a eu une attaque en profondeur en territoire libanais dans le Zaharani. Donc c'est un fleuve qui a presque 40 km de la frontière israélienne. Et cela, naturellement, ne présage rien de bon pour le Hezbollah. Donc on avertit le Hezbollah que si jamais des tirs vont être dirigés même au-delà des 40 km, Israël sera prêt à répondre et en conséquence. Donc selon vous, en fonction de ce qui se passe sur le terrain et en fonction de ce début de discours d'Hassan Nasrallah qui dit aussi que ce qui se passe à Gaza, c'est de la faute des États-Unis, ça ne va pas s'arrêter là donc? Alors non, il dit très bien, ce qu'il est en train de proposer, c'est le moyen d'empêcher Israël d'accomplir sa mission. Alors il prend naturellement, il est très encouragé par les développements dans le monde où il voit les grandes manifestations à Londres et dans diverses villes américaines. Il voit comment l'opinion mondiale a commencé à changer, comment le vent a tourné contre Israël et donc et il accuse des médias arabes de participer, je dirais, à cette opération contre les Palestiniens. Donc c'est très intéressant de le voir. Et naturellement, tout cela se passe je dirais, en même temps, il y a la conférence des pays arabes qui se tient à Riyad. Et on entend le président syrien Bachar Assad s'exprimer en disant que ce n'est pas le moment aujourd'hui de parler de la solution de deux États. Donc c'est ce qu'il a à dire. Donc les deux États entre nous et les Palestiniens, et naturellement c'est porter hommage aux Palestiniens dans leur lutte contre Israël, et naturellement de les encourager à continuer dans cette même lancée, et que la Syrie serait prête à les aider. Le président iranien de son côté a dit qu'il fallait un seul État palestinien du Jourdain à la mer. C'est des slogans qu'on peut entendre dans certaines rues parisiennes. On va aller dans le sud, on va rejoindre Pierre Clochandler, notre envoyé spécial. Bonjour Pierre, que sait-on de ce qui se passe à Gaza et a priori en territoire israélien? Les alertes les roquettes se font plus rares, entre guillemets. Dernière alerte, c'était il y a un peu plus d'une heure dans le Negev. Oui, il y a à peu près 1h30, la ville de Beersheva et les alentours ont été visés par une salve de roquettes. Un peu plus tôt, il y a eu des tirs sporadiques de roquettes dans les localités qui font face aux postures sécuritaires de la bande de Gaza, sans provoquer de dommages ni de blessés. En ce qui concerne l'opération, derrière moi, ça continue de bombarder. On voit des volutes de fumée sur Bet Hanoun, Bet Laïa, qui se trouve dans le nord de la ville de Gaza. Mais dans la ville même de Gaza, on le sait qu'il y a quelques hôpitaux, dont le principal, l'hôpital Shifa, qui sont totalement encerclés. Beaucoup de pression sur ces hôpitaux pour évacuer non seulement le personnel médical, les patients, mais aussi les Palestiniens non impliqués dans les combats qui se sont réfugiés aux alentours de ces hôpitaux. On sait par exemple qu'autour de l'hôpital Shifa, il y avait des milliers de gens, mais depuis hier, beaucoup de ces gens-là ont utilisé les corridors humanitaires instaurés par l'armée pour s'évacuer. Il y en a 2 à l'heure actuelle qui ont été ouverts aujourd'hui sur la route côtière de Al-Rachid et sur celle qui traverse du nord
au sud la bande de Gaza vers le centre-est de la ville de Gaza, Salah ad-Din. Ces corridors ont été ouverts pendant 7 heures, alors qu'au début, ils étaient ouverts de 4 à 6 heures. Maintenant, le nombre augmente et les heures augmentent. Et en plus de cela, il y a des trêves localisées imposées unilatéralement par l'armée israélienne, notamment à Jebalia, pour que les résidents qui sont encore coincés dans le champ de bataille puissent évacuer soit vers l'ouest, vers Ar-Rachid, soit vers l'est, vers Salah ad-Din. En ce qui concerne le bilan des attaques israéliennes depuis le 27 octobre, depuis le début de l'offensive terrestre, il y a eu 5000 attaques sur des cibles du Hamas et du djihad islamique palestinien. 11 places fortes du Hamas et du islamique palestinien ont été prises par les forces de l'armée israélienne. Sur ces 5000 attaques, 3300 ont été faites par des avions de chasse, 860 par des hélicoptères de combat et le reste par des drones de combat. À part cela, ce que l'on sait aussi, c'est que la coopération entre les différentes branches de l'armée et l'armée terrestre est telle que lorsque une force terrestre signale une cible marquée à neutraliser, cela prend exactement 6 minutes pour l'aviation pour la neutraliser. C'est un temps record, ça n'a jamais été comme ça jusqu'à présent. 6 minutes entre le moment où une cible est exposée, est identifiée et le moment où elle est neutralisée. Merci beaucoup Pierre Clochendler, donc à la frontière israélo-gazaoui avec les images de Daniel Nord. Revenons à présent sur cette stratégie justement développée par Tsahal à Gaza, stratégie qui repose, on l'aura accompli, sur une association forte entre l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine israélienne. Tsahal cherche également à faire sortir les terroristes de leur tunnel plutôt que d'y pénétrer, une stratégie qui prend du temps et qui inquiète certains alliés d'Israël. Les explications de Jérémy Renaud. Rue par rue, maison par maison. L'avance méthodique de Tsahal est lente mais sauve des vies, aussi bien israéliennes que gazaouis. La guerre contre le Hamas à Gaza met en œuvre une nouvelle stratégie qui inclut l'infanterie, l'artillerie, l'armée de l'air et la marine. La voie est d'abord ouverte par des bombardements que Tsahal appelle des cercles de feu. L'objectif est d'abattre des bâtiments qui pourraient servir aux snipers du Hamas. Viennent ensuite les frappes d'artillerie qui forcent les terroristes à reculer avant l'arrivée des soldats à pied ou à bord de blindés. Une fois l'infanterie sur le terrain, si une cellule terroriste prête à attaquer est repérée, les soldats israéliens contactent le centre de commandement plutôt que d'engager les combats. En moins d'une minute, le bâtiment où se trouve la cellule terroriste est bombardé par un avion ou un hélicoptère qui patrouille au-dessus de la zone. Des frappes de précision pour éviter les pertes côté israélien. Mais le danger vient également des ruines, des bâtiments détruits. Elles offrent en effet des cachettes aux terroristes palestiniens qui se réfugient dans les tunnels et en sortent pour attaquer les troupes israéliennes. Tsahal doit donc souvent s'y reprendre à plusieurs reprises pour s'assurer qu'une zone soit bien sécurisée. Une progression sur le terrain qui prend du temps mais qui permet de limiter le nombre de soldats tués. En plus, cette stratégie permet la mise en place de corridors pour l'évacuation de civils gazaouis des zones de combat. Alors Jacques Neria, comment analysez-vous cette stratégie de Tsahal d'y aller petit à petit, léat, comme on dirait en hébreu? En hébreu, effectivement, je dirais c'est un combat combiné qui ne du jamais vu en Israël. Vous m'auriez dit qu'en 73 qu'un pilote pourrait parler à un tankiste, je vous dirais vous êtes en train de rêver. Alors, et hier on a vu un exemple fulgurant, le père qui est un pilote d'hélicoptère de combat qui parle avec son fils qui est dans un tank qui est en présence d'ennemis juste devant lui et qui demande à son père d'intervenir. Donc je dirais, le père lui dit oui, nous sommes au-dessus de vous, nous sommes un peu plus au nord, nous intervenons. Donc c'est cette stratégie qui semble épargner des vies humaines du côté israélien, certainement, mais elle a un prix à payer. C'est l'avancée des troupes israéliennes se fait très lentement et donc on ne peut pas s'aventurer en terrain ennemi, surtout si c'est un terrain miné
et un sous-sol qui est grouillant de terroristes, on ne peut pas se permettre cela sans tomber dans des embuscades ou sur des champs de mines ou sur des snipers par-ci par-là. Et de temps en temps, c'est un prix cher que nous avons à payer. De notre côté, il y a beaucoup de destruction dans cette stratégie qui, je dirais, à partir du moment où les troupes sur le sol signalent une position, même si c'est dans un immeuble ou dans une maison, n'importe où, l'aviation va tirer dessus un missile. Donc le missile ne va pas uniquement toucher l'appartement en question, mais il va aussi endommager l'immeuble, les habitations, tout l'environnement. C'est le prix naturellement à payer, mais on n'a pas d'autre choix. Et en fin de compte, on est heurté à une situation où les terroristes ont tout simplement utilisé tout ce qui était possible dans des facilités ou dans des institutions humanitaires ou des écoles ou des hôpitaux pour se cacher et se camoufler. On a vu même un terroriste qui a été tué ce matin et qui lui tenait en otage plus de 1000 Gazaouis dans l'hôpital Rantissi. Donc il faut savoir que c'est l'ennemi que nous avons, c'est un ennemi impitoyable et très cruel. Alors on va s'intéresser maintenant justement à ces voix à Gaza, ces voix de Gazaouis qui commencent justement à s'élever contre le Hamas. Un mois après les massacres du 7 octobre, les langues se délient dans l'enclave palestinienne. Retour sur ces témoignages qui dénoncent les agissements du Hamas avec Alexandre Yaye. Des voix que le Hamas voudrait faire taire, comme celle de cette fillette à qui l'on demande ce qu'elle souhaite dire au leader de Gaza. La résistance est dans les tunnels souterrains et nous, les civils, sommes des victimes, des enfants, jeunes et des femmes. Ce témoignage n'a pas été diffusé par la chaîne Al-Mayadeen, proche du Hezbollah libanais, pour éviter de critiquer le Hamas. Mais elle a été publiée par le porte-parole en langue arabe de Tsahal sur les réseaux sociaux. Un autre Gazaoui n'hésite pas à prendre tous les risques en perturbant la conférence de presse du ministre de l'Intérieur du Hamas. Allah réglera ses comptes avec vous, Hamas. Je doute de vous devant Allah, Hamas. Un autre homme qui a fui vers le sud du territoire palestinien attaque directement le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, et l'interpelle par son nom de guerre. Abu al-Abed a détruit Gaza. Machal et toi êtes des espions. D'autres Gazaouis ont même raconté à l'armée israélienne comment le Hamas les empêchait de fuir vers le sud en les menaçant d'ouvrir le feu ou en confisquant leurs clés de voiture et pièces d'identité. Tsahal a dû ouvrir des corridors protégés par ses troupes pour permettre à des dizaines de milliers de civils de quitter les zones de combat. L'armée israélienne qui continue de dénoncer l'utilisation cynique par le Hamas de la population civile comme bouclier humain à des fins terroristes. Alors Jacques Nérian, on parlait tout à l'heure de l'opinion internationale et de certains chefs d'État qui commencent à changer. Est-ce que ces témoignages venus directement de Gaza peuvent re-switcher, si je peux dire. Remettre en question leur position face à ça, certainement. Écoutez, à force de marteler des photos d'enfants de Gazaouis, on le voit aussi, ils sont en train d'être maquillés, on les prépare et on prend des photos qui sont tout simplement bien mises en scène. C'est toute une mise en scène, les infirmiers qui courent, les civières qui sont ouvertes, et l'enfant qui est badigeonné de mercurochrome et puis qui est pensé, tout cela naturellement a un effet psychologique et certainement pèse lourd sur la façon de voir les choses dans la bande de Gaza. Personne ne voudra croire, je dirais, au narratif israélien disant nous essayons tout ce que nous pouvons pour épargner les vies humaines. Le fait que d'avoir ouvert 2 corridors humanitaires pour laisser passer la population vers le sud, c'est de plus, je dirais, une accusation contre Israël qu'on essaie tout simplement de apatrier les Palestiniens. Et si c'était possible, naturellement, selon certains extrémistes du côté israélien, on les aurait envoyés ou bien en Écosse, où le Premier ministre a exprimé sa sympathie, ou bien au Sinaï, c'est ce qui naturellement amènerait un désastre, une crise diplomatique entre nous et l'Égypte, et qui pourrait nous coûter très cher du point de vue de l'accord de paix qui existe entre nous et les Égyptiens. Ouais, vous parlez du Premier ministre écossais, il avait promis d'accueillir pour l'instant des Palestiniens sur son sol, mais je ne crois pas que ça a été fait encore. On va parler de la question des otages dans quelques instants. Est-ce que cette stratégie de Tsahal dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi un moyen peut-être d'essayer de libérer ces otages qui sont a priori dans ces tunnels? Écoutez, depuis le début de la guerre, on a entendu plusieurs versions. Il y avait d'abord la version tous contre tous.
Ça n'a jamais été sur la table. Ensuite, ça a été, on va libérer 50 otages de nationalités diverses, donc certainement pas d'Israéliens. Ça n'a pas marché aussi. On a parlé maintenant de 10, de 12. Le djihad islamique a présenté deux otages, un enfant de 13 ans et une dame de 77 ans. On n'a rien vu depuis. Donc c'est une guerre psychologique, c'est que le Hamas et le djihad islamique sont en train d'avoir contre Israël. Et naturellement, il faut avoir les nerfs très durs, les nerfs d'acier, pour pouvoir continuer. La seule chose qui pourrait plier aujourd'hui le Hamas et le djihad islamique, c'est la continuation de la pression militaire sur le terrain. Une fois qu'ils sentiront, je dirais, que le poignard ou le couteau est arrivé sur le cou, peut-être les choses vont changer. N'oubliez pas, nous avons affaire à un psychopathe, à Noir-C'est Noir. C'est un psychopathe qui a tué de ses propres mains 20 Palestiniens. Donc ce n'est pas quelqu'un, je dirais, de raisonnable. Ce n'est pas quelqu'un qui a une logique de personne normale. Alors, et on s'adresse aussi à une organisation, une faction palestinienne qui est des plus extrémistes et qui n'a rien à voir. Pour elle, les otages, c'est tout simplement une carte de survie qu'ils vont employer jusqu'à la fin. Alors, on va justement s'intéresser à cette question des otages israéliens entre les mains du Hamas et du djihad islamique. Voilà maintenant 5 semaines que 239 personnes, femmes, enfants, personnes âgées, hommes, sont retenues donc par le Hamas et les organisations terroristes palestiniennes à Gaza. Hier, plusieurs centaines de personnes se sont réunies au quartier général des familles des otages à Tel Aviv face à la Kiria. Elles ont marqué le soir de Shabbat. Et je propose d'écouter certains des proches de ces otages. J'ai perdu 3 amis, dont un très très proche lors des attentats du 7 octobre. Et oui, c'est vrai, je ne sais pas quoi dire. Je sais juste que je dois faire quelque chose et ne pas rester chez moi. I just know that I need to do something and not sit in my house. Je pense que ramener les otages devrait être la première priorité du gouvernement. Et ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour rappeler à tout le monde que cela doit être la priorité absolue. Et sur le front diplomatique, Israël fait face à quelques revirements, notamment celui d'Emmanuel Macron. Le président français avait appelé à la formation d'une coalition internationale contre le Hamas, mais hier, il a demandé à Israël, je cite, d'arrêter de tuer femmes et enfants. Il ne participera pas d'ailleurs à la marche demain contre l'antisémitisme à Paris. À Berlin, Olaf Scholz a lui déclaré ressentir de la colère et de la honte face à la hausse de l'antisémitisme dans son pays. Les précisions de Mathieu Hendy. Les Nations Unies devant leurs contradictions. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, porte à nouveau l'étoile jaune derrière lui. Celui qu'on surnomme le Prince Vert, le fils d'un haut dirigeant du Hamas en Cisjordanie, devenu l'un des plus importants agents du Shin Bet. Gilad Erdan rappelle que l'Organisation des Nations Unies pour les femmes a choisi d'ignorer le fait que des femmes ont été enlevées, violées et assassinées. L'UNICEF n'a pas abordé le fait que plus de 30 enfants ont été pris en otage. Face aux accusations du directeur de l'OMS, selon lesquelles un enfant gazaoui meurt toutes les 10 minutes, Gilad Erdan donne des faits. Israël est en pourparlers avancés avec les Émirats arabes unis, le CICR et d'autres pays européens pour la mise en place d'hôpitaux de campagne et de navires hôpitaux. Israël a facilité le parachutage par la Jordanie d'une aide médicale aux hôpitaux du nord de la bande de Gaza. Des milliers de tonnes d'équipements et de fournitures médicales sont déjà entrées dans la bande de Gaza. Et il conclut. Malheureusement, Israël fait bien plus pour le bien-être des habitants de Gaza que l'OMS ou tout autre organisme des Nations Unies. À Paris, où l'on célèbre le 105e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, la position de l'allié français vacille. Dès le premier jour, nous avons dit que cette réaction et la lutte contre le terrorisme, parce qu'elle est menée par une démocratie, devrait être conforme aux règles internationales, à la règle de la guerre et au droit international humanitaire. Et jour après jour, ce que nous avons vu, c'est un bombardement permanent des civils à Gaza. Je pense que c'est la seule solution, le cessez-le-feu. Parce qu'il est impossible d'expliquer, nous voulons lutter contre le terrorisme en tuant des innocents. Outre-Rhin, où l'on a commémoré les 85 ans de la nuit de cristal jeudi dernier, c'est un autre son de cloche. Le chancelier allemand Olaf Scholz a rappelé que l'Allemagne démocratique a pour principe plus jamais ça. Toute forme d'antisémitisme empoisonne notre société comme le font actuellement les manifestations et les rassemblements islamistes. Nous ne tolérons pas l'antisémitisme. Selon un sondage de la chaîne de télévision allemande ARD, 52% des personnes interrogées estiment que l'Allemagne connaît une montée de l'antisémitisme.
Et revenons en présent sur cette manifestation demain à Paris. On va retrouver dans la capitale française Sophie Herriot. Bonjour Sophie, comment se prépare ce rassemblement ? Bonjour, demain la manifestation, une grande marche civique contre l'antisémitisme se déroulera à partir de 15h devant l'esplanade des Invalides et ira jusqu'au palais du Luxembourg. C'est une initiative des deux chambres parlementaires, de Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et de Gérard Larcher, président du Sénat. Ils ont lancé cet appel face à la recrudescence des actes antisémites en France. Ils ont lancé cet appel en début de semaine, notamment à tous les partis politiques, dont l'extrême droite, ce qui a créé en France de vives polémiques. Jonathan Arfi, notamment, a déclaré chez nos confrères de LCI jeudi, donc Jonathan Arfi, le président du CRIF, que, je cite, nous ne souhaitons pas que les personnes qui sont héritières d'un parti fondé par des anciens collaborateurs soient présents. Alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne serait pas présent demain pour la marche, mais il a appelé à ce que ses ministres y soient. Deux anciens présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy, eux seront présents dans le cortège. Et puis il y aura, on attend beaucoup de monde dans les rues parisiennes demain contre l'antisémitisme. Alors, un important dispositif sécuritaire a été mis en place, plus de 3000 policiers rien que dans la capitale française. Et Sophie, d'autres rassemblements contre l'antisémitisme sont prévus a priori demain? Oui, effectivement, pour certains qui ne veulent pas en tout cas participer aux côtés de l'extrême droite à des manifestations, mais qui veulent se rassembler contre l'antisémitisme, alors des organisations notamment de jeunesse de gauche ont lancé un appel hier sur les réseaux sociaux pour se rassembler demain matin devant le monument commémoratif de la rafle du Veldiv à Paris. Dans la France Insoumise, le député François Ruffin a déclaré qu'il allait se rassembler avec la manifestation de Strasbourg demain contre l'antisémitisme. Et puis jeudi, l'association des maires de France a demandé à s'associer à l'initiative et l'initiative parisienne et à se rassembler demain après-midi à 15h devant toutes les préfectures de France. Merci beaucoup Sophie Herriot, correspondante avec 24 News à Paris. Jacques Neria, en quelques secondes, 30 secondes, comment voyez-vous tous ces rassemblements en France notamment? Écoutez, il y a une solidarité avec Israël. Malheureusement, elle n'est pas partagée avec beaucoup de la classe politique. Malheureusement, et si le président Macron donne le signal d'un retournement dans ses positions, tout le monde va l'imiter. Merci Jacques Neria d'être resté avec nous sur ce plateau. Night 24 News, ancien officier des renseignements militaires.